Bonjour à tous, c'est Tolo et je suis le créateur de ce podcast destiné aux entrepreneurs, artistes spirituels. Et l'objectif ici, c'est de vous amener à vous reconnecter à ce que vous êtes réellement et de vous accompagner à incarner votre vraie nature. Alors aujourd'hui, j'ai envie de rebondir sur une actu que j'ai vu passer sur mes réseaux sociaux et notamment sur un clash qu'il y a eu entre deux entrepreneurs. Alors, je sais que vous pouvez être surpris par ce sujet, mais donc on a un certain Antoine et un certain Jean qui se sont, entre guillemets, déclaré la guerre parce que l'un était le mentor de l'autre et surtout que le mentor, du coup, reproche à cet Antoine, finalement, de l'avoir copié et du coup réclame des comptes. Et donc, ce qui m'intéresse ici, vous l'aurez compris, c'est évidemment pas cette histoire. Donc peut-être d'ailleurs, probablement quand je posterai ce podcast, on en saura plus et peut-être que c'était finalement une fausse histoire ou autre, mais peu importe. Ce qui est intéressant ici, c'est le sujet du pompage. Le fait de copier et le fait d'être influencé par une personne. Parce que on est dans une époque très particulière donc de l'infoprenariat, donc qui est un mix entre entrepreneuriat et information. Et où du coup l'information et les formations n'ont jamais été autant diffusées et n'ont jamais été autant vendues. Donc on est réellement dans un business de l'information. Et du coup, on a connu cette époque où certaines industries peuvent influencer la planète à travers des appareils médiatiques tels que Hollywood ou l'industrie musicale par exemple. Et du coup, on se rend compte que ce qui peut se faire dans un pays finalement se répand à la vitesse de la lumière sur toute la planète et peut devenir un effet de mode. Et aujourd'hui, on entre dans une autre époque avec une nouvelle couche où on est à une époque des influenceurs. Et donc, évidemment, ces influenceurs influencent et on peut observer à un certain niveau que ces influenceurs créent des petits clones à travers les réseaux sociaux et c'est encore plus accentué justement dans ce business de l'infoprenariat où on va montrer de A à Z comment faire pour atteindre exactement les mêmes résultats que la personne qui vend l'infoproduit. Et donc ce sujet du pompage et de l'influence est très important et je pense que c'est très important à aborder dans ce podcast justement dédié aux entrepreneurs, artistes, spirituels. Parce que au-delà de cette époque, nous sommes avant tout des êtres humains, des êtres énergétiques et nous avons, quelle que soit l'époque, une sorte d'objectif transcendantal, une sorte de mission, des mécanismes un peu énergétiques spirituels qui font que notre âme potentiellement va s'élever ou non. Et donc, ce n'est pas une question d'époque et il faut comprendre en fait pourquoi cette époque biaise un peu quelque part ce chemin. Donc ici, on va répondre à quelques questions comme par exemple, peut-on copier? Jusqu'où peut-on copier? Comment faut-il réagir si on est le copieur et ou si on est le copié? Et je pense que c'est très important de se positionner et de comprendre un peu ce qui se passe, notamment dans cette logique ou dans cette opposition qu'on peut avoir entre l'énergie de l'entrepreneur et l'énergie de l'artiste. Donc, l'énergie de l'entrepreneur qui fait quelque chose pour avoir des résultats concrets, pour satisfaire un peu son ego, et l'énergie de l'artiste qui, au contraire, fait quelque chose parce qu'il le ressent indépendamment à un certain niveau du résultat. Et donc, pour aborder ce sujet, j'ai envie de vous parler de moi et de mon rapport justement à cette idée de pompage. En fait, vous devez comprendre que j'ai un rapport très particulier à cette idée de pompage parce que je viens d'une culture très particulière. Donc, moi, je viens de la culture hip-hop, qui est une culture, effectivement, avec le temps, je me rends compte personnellement que elle m'a beaucoup influencé et que c'est finalement très particulier ce rapport que j'ai à la transmission et à l'exploration et de fait au pompage, c'est que dans cette culture, moi, à l'époque où je l'ai connue il y a très longtemps maintenant, donc on est à fin des années 90, on te montrait des bases, mais très tôt, on te faisait comprendre qu'il fallait discerner ce qui appartenait aux autres et qui était vraiment leur signature à eux, ce qu'ils avaient découvert et qui s'étaient approprié, et ce que toi, tu pouvais
explorer et que tu devais aussi d'ailleurs t'approprier et créer ta propre signature. Et dans ce milieu-là, il faut comprendre, donc le milieu hip-hop, le milieu de la danse, en tout cas, en l'occurrence, c'est une des pires insultes à l'époque d'être traité de pompeur. Et donc, personne ne veut se faire insulter, donc tout le monde comprenait les règles du jeu, et ça, je vous parle de bien avant Internet. Et du coup, le défi, c'était vraiment de trouver quelque part son identité, et c'était pas facile parce que finalement, on avait quelques modèles de ceux qui nous montraient les pas, et en même temps, on devait faire attention à ne pas copier, parce que ça, c'est quelque chose qu'on pouvait nous reprocher directement. Et donc, c'était des règles du jeu qui étaient assez claires, et donc soit tu les acceptes, soit tu quittes le game, entre guillemets. Et donc, la conséquence de ça, c'est que c'est une culture, notamment dans la danse, où il y a eu des identités extrêmement fortes qui se sont développées, donc déjà des identités personnelles, ensuite des identités de groupe, et parfois même des identités de ville. Et donc, on pouvait effectivement comparer les gens sur des notions de technicité, parce qu'il y avait des gens qui étaient vraiment beaucoup plus forts que d'autres, mais par contre, à technicité entre guillemets équivalente, quand la personne avait vraiment travaillé son délire ou son style, il était très très difficile de comparer les personnes. Et ça, c'est très important à comprendre, c'était une culture qui était beaucoup faite sur les échanges, les cercles, etc. Et c'était très difficile de dire que telle ou telle personne avait gagné. Tout simplement parce que ça dépendait vraiment de la sensibilité de chacun. Il y a des personnes qu'on aimait, le style, on les aimait, ils étaient forts techniquement, et d'autres personnes, on n'aimait pas leur style, et pourtant ils étaient peut-être aussi forts techniquement. Mais le respect, finalement, venait du fait qu'on développait sa propre identité et son propre délire. Peu importe finalement qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Parce que chacun, à partir du moment où tu as ton délire à toi, chacun pouvait se répondre dans un cercle. Et ça, c'est vrai dans la danse, mais c'est aussi vrai dans le rap, où il y a eu une époque où il y a eu de grosses identités, pareil, individuelles, que ce soit dans les groupes et que ce soit pareil aussi dans les villes. Rien qu'en Île-de-France, on pouvait voir les différents styles, la couleur de chaque ville, c'était pas forcément toujours la même chose. Et donc, je vous raconte ça parce que je viens vraiment de cette culture, donc évidemment, vous comprenez bien que j'ai forcément un regard biaisé, et ce regard-là, je l'ai toujours où que j'aille, que ce soit dans le milieu d'entrepreneuriat ou autre. Je vais toujours avoir, moi, plus de respect pour une personne qui va développer son propre délire personnel, indépendamment des résultats, entre guillemets, de certains indicateurs qu'il va pouvoir me présenter, que ce soit un nombre d'abonnés ou un nombre de chiffre d'affaires, que une personne qui, pour le coup, va uniquement reproduire quelque chose qu'elle a apprise sans pour autant avoir reconnecté à son délire à elle, à ce qu'elle est réellement. Et ça, c'est quelque chose qui est une grande force pour moi, mais ça a été aussi une énorme faiblesse. Parce que du coup, à un certain niveau, j'ai été très peu enseignable. J'étais dans cet esprit où j'avais besoin de certaines bases et après, j'explorais pour trouver mon propre délire. À tel point, et j'en ai un peu honte de le dire aujourd'hui, c'est que je ne lisais pas parce que j'avais peur même de me laisser influencer par des idées ou même de voler des idées. Je préférais vivre mes expériences personnelles et déduire de ces expériences ce que j'avais à comprendre et ce que j'avais à raconter au quotidien à des amis ou à autres ou à qui voulait l'entendre. Et en fait, c'est quelque chose qui m'a joué énormément de tours dans ma progression, du coup, clairement, on va être très très clair, parce que j'ai dû travailler dessus, j'ai dû commencer la lecture, notamment de livres de dev perso ou business ou autres, et de comprendre que finalement, je n'étais pas en train de voler leurs idées, mais au contraire, ça m'enrichissait. Et ça, c'est très important pour moi de vous le partager parce que finalement, ça ne m'a pas apporté que du bon, finalement, cette non-enseignabilité et cette volonté d'aller uniquement chercher cette exploration d'un délire personnel, entre guillemets. Donc, tout ça pour dire que il y a deux choses, c'est que à un certain niveau, cette recherche d'identité est ultra importante pour moi parce que j'ai eu une injonction, en tout cas, de rechercher une certaine différence à une époque et qu'à un moment, ça a été aussi une limite parce que je n'étais pas
complètement enseignable du tout. Et donc, quelque part, le temps que je mettais à chercher par moi-même, parfois il suffisait de lire un livre et ça débloquait 10 000 fois, ça allait 10 000 fois plus vite finalement en termes d'apprentissage. Et pour autant, j'avais pas l'impression spécialement de voler des idées, au contraire, ça développait mes propres idées. Et c'était pareil, et c'est pareil en fait dans tous les autres domaines. Parfois, on s'enferme à rechercher sa propre identité, et pour autant, le fait de se connecter au savoir ou à l'expertise de quelqu'un d'autre, ça va accélérer finalement la connexion à nous-mêmes. Et je vais vous partager quelque chose aussi d'important dans mon fonctionnement, parce que j'ai commencé à me découvrir vraiment tardivement finalement, parce que j'avais pas forcément la grille de lecture, j'avais pas forcément les mots pour me comprendre. C'est autant je n'étais pas du tout dans cette volonté de copier, que ce soit ni dans n'importe quel domaine d'ailleurs, j'étais pas vraiment dans cette volonté de copier, notamment le domaine, on va dire, artistique. Autant il y a une partie de moi, et il faut être très clair et que j'ai identifié très très vite, c'est que je peux être fan de quelque chose ou d'une personne ou d'un passage ou d'une musique ou d'une prestation, et c'est absolument délirant. Je peux regarder une vidéo 1000 fois d'affilée. Et c'est quelque chose d'assez exceptionnel parce que ça relève presque d'une obsession. Et au début, je pensais que tout le monde faisait comme moi, et j'ai commencé à parler des gens et j'ai commencé à me trouver vraiment bizarre parce que je regarde, par exemple, un passage de danse que je trouve tellement puissant parce qu'il est dans le rythme, il est dans le flow et tout ce qu'il fait, j'aurais aimé le faire. Et c'est souvent d'ailleurs des prestations live que je regarde et je regarde et je regarde et je regarde. Et ce qui est drôle, c'est que je regarde ces choses, mais je pense pas rigoler quand je dis 1000 fois, 10 000 fois, c'est insupportable pour les personnes autour de moi d'ailleurs, je pense, même si j'essaye de le cacher. Mais en vérité, ce qui est drôle, c'est que j'ai beau avoir regardé certaines vidéos 1000 fois, il y a plein de détails que j'ai pas vus. Et ça m'a fait bizarre parce que à chaque fois, on me montrait quelques détails et je me disais, j'ai pas vu. Et j'avais honte de dire que cette vidéo, je l'avais vue 1000 fois, ou cette musique, j'ai entendu 10 000 fois. Et ce qui est très important, pourquoi je vous dis ça, c'est que je me suis trouvé très bizarre pendant longtemps et je me suis dit, oulala, j'ai un problème d'observation conséquent. C'est qu'en fait, en réalité, je ne regardais pas forcément les détails de cette vidéo dans les pixels ou dans le moindre détail. Non, je regardais cette vidéo pour sentir l'énergie que la personne avait dans cette vidéo. Et que je trouvais, en fait, avec du recul, je vais mettre les mots d'aujourd'hui, mais à l'époque je comprenais pas, c'est que je trouvais tellement juste ce que la personne venait de faire dans l'instant présent, il s'était connecté à un truc de tellement juste que moi, intuitivement, je me serais connecté à la même chose si j'avais ces capacités techniques. Et c'est ça, en fait, qui était très important, finalement, dans le fait que j'ai ce côté, j'ai toujours d'ailleurs ce côté obsessionnel, c'est qu'en fait, je regarde pas les gestes pour les imiter, c'est que je regarde le moyen qu'il a utilisé énergétiquement pour se connecter à une source que moi-même, je ressens. Et c'est ça qui est très important dans mon propos, c'est qu'en vérité, quand on dit qu'on est inspiré par quelqu'un, c'est parce qu'il prend un chemin énergétique pour se connecter à quelque chose que lui et moi, on a en commun. Ça peut être des valeurs, ça peut être une sorte de famille énergétique, peu importe, vous dites le mot que vous voulez. Mais en tout cas, je regarde toujours d'ailleurs, je regarde des trucs parce que énergétiquement, ça me connecte à une source qui est proche de la mienne. Et en fait, moi, je parle peut-être de famille énergétique, donc il y a peut-être, ou même une valeur, tout simplement, il peut incarner une valeur qui me parle. Et à force, finalement, de regarder cette personne, je vais trouver moi-même, du point où je pars en tout cas, le chemin pour aller me connecter à cette valeur. Et au début, on va être très clair aussi, que ce soit la danse ou que ce soit autre chose, et au début, forcément, comme je n'ai pas la technicité, comme je n'ai pas le vocabulaire entre guillemets, eh ben l'expression que je vais manifester pour reprendre le même chemin que lui, ça va être peut-être des gestes qui ressemblent à ce qu'il fait. Mais avec le temps, c'est clair et net que finalement, à un certain niveau, ce n'est plus du tout la même chose qui s'exprime. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que dans mes sources potentiellement d'inspiration, il y a des personnes qui m'inspirent, mais qui n'ont rien à voir avec mon style.
qui n'ont rien à voir avec même ma personnalité. Et elles m'inspirent parce qu'elles m'aident à me reconnecter vers quelque chose de supérieur qu'on a peut-être en commun. Et c'est ça le truc de très important. Et j'ai regardé beaucoup d'interviews, notamment dans la culture hip-hop, des anciens danseurs, etc. Et il n'y a pas une personne qui s'est faite toute seule. Même on est allé chercher jusqu'au premier, on dit les OG, les vrais anciens. Il y a toujours eu quelqu'un avant eux qui leur ont montré le chemin, qui les ont inspirés. Et parfois, dans la culture hip-hop, ça peut aller jusqu'au mime dans les années 70 et ça peut être des Français qui ont inspiré les Américains. Et c'est ça que je veux dire. C'est qu'à un moment, en vérité, moi, ce que je vois énergétiquement chez les gens et ce que je fais, j'essaye de faire moi-même et ce que j'essaye de m'imposer, c'est non pas le fait de reprocher à la personne qu'elle copie ou qu'elle copie pas, mais c'est quelle est l'intention qu'elle a derrière. Est-ce que son intention qu'elle a derrière, c'est pour satisfaire cet ego qui veut des résultats et qui veut être aimé et qui veut plus d'argent, plus de likes, plus d'abonnés? Ou est-ce qu'elle fait ça et elle reproduit les mêmes gestes parce qu'elle est dans cette démarche de se reconnecter à une valeur supérieure ou à une famille énergétique? Et peut-être que effectivement, dans son chemin, ça va passer, parce qu'elle manque peut-être de vocabulaire, tout simplement, ça va passer par du mimétisme. Un peu ce fake it until you make it. Et peut-être que c'est un passage obligatoire. Et c'est sûrement d'ailleurs un passage obligatoire. Et on peut pas cracher sur une personne qui fait ça. Et peut-être que moi, j'aurais encore plus dû assumer à un certain niveau cette idée de quand je me connecte, je vais même jusqu'à copier la personne. Mais c'est pas parce que je veux la copier ou lui voler son identité. C'est simplement qu'elle se connecte à quelque chose de supérieur que je sens aussi et que j'ai pas encore le vocabulaire pour le faire encore à ma façon. Donc c'est un peu cette lecture un peu particulière de ce rapport un peu maître-élève ou mentoré-mentor. Moi, je le vois d'une façon où finalement ça dépend réellement de l'énergie de la personne, de son intention profonde. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont polarisés dans l'ego et qui ne font les choses que parce qu'elles fonctionnent. Et du coup, elles n'accomplissent pas ce que leur âme veut incarner, qui est complètement différent. Et c'est vraiment ce dilemme, justement, je pense que tous les entrepreneurs et les artistes peuvent avoir à un certain niveau, c'est ce dilemme de soit être aimé par les autres pour des indicateurs extérieurs, mais ne pas s'aimer réellement, soit s'aimer réellement et potentiellement, finalement, ne pas être reconnu. Et donc ça, c'est quelque chose qui n'est peut-être pas une problématique de tout le monde aujourd'hui, et c'est clair que tout le monde ne sera pas des entrepreneurs, artistes, spirituels, qui vont prendre cette dimension de l'âme en compte. Ça, c'est clair et net. Par contre, effectivement, si toi, ce que je viens de dire, ça te parle, n'hésite pas à me contacter ou que ce soit dans les commentaires sur les réseaux si tu veux aller plus loin avec moi ou même avec mon équipe. On a une équipe de coachs avec qui je travaille sur ce genre de sujet et on fait plusieurs formats pour vous accompagner justement à incarner ce que je disais en début de podcast, votre vraie nature. Et si ce podcast t'a inspiré un commentaire ou que tu as envie de liker ou le partager à une personne, n'hésite pas. Et n'hésite pas à t'abonner non plus. Je te souhaite une bonne journée et à bientôt.